Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Alors aujourd'hui nous sommes le 2 décembre et au moment de la sortie de ce podcast, c'est le moment où l'on prépare sa liste des cadeaux de Noël. Si vous écoutez ce podcast, c'est probablement que vous êtes un fan de nouvelles technologies ou que vous aimez ça de près ou de loin. Et nous avons donc décidé de vous faire un podcast spécial pour vous donner des idées de cadeaux de Noël. Alors on va essayer de couvrir la plupart des catégories de produits en parlant des smartphones, vers les produits domotiques, des produits audio ou vidéo et on va essayer de couvrir tous les budgets. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, rangez votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Et aujourd'hui, pour parler de ces listes de cadeaux de Noël, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Abdel. Salut Abdel. Salut Florian. Ça va bien ? Ça va très bien et toi ? Donc Ouais. si j'ai bien compris le concept, on fait une liste, on te l'envoie et le père Florian va s'en occuper ? Bon, je ne garantis pas, ça dépend combien vous êtes à regarder. Non, je pense pas honnêtement, je pense qu'il faudra vraiment l'envoyer au Père Noël et puis vous verrez ce qui se passe le 25. Super. Bon Abdel, du coup on va commencer directement parce que il y a beaucoup de choses à couvrir, il y a beaucoup de catégories de produits. Est-ce que tu veux qu'on commence par une catégorie en priorité ou on fait dans un ordre aléatoire ? Pas de préférence, on peut prendre si tu as un ordre déjà préétabli et puis Bah écoute, on va commencer par les trucs les catégories un petit peu classiques où il y a beaucoup de produits différents à conseiller. La partie audio, les casques et les écouteurs notamment. Est-ce que parce que c'est souvent des choses à des prix, des produits à des prix abordables. Est-ce que tu as des casques ou des écouteurs à conseiller ? en termes de casque, moi personnellement j'utilise le Bose QC35. Ok. J'ai déjà eu le modèle d'avant là, qui était filaire, le QC25. J'ai toujours été super satisfait par les Bose, franchement. Surtout dans cette période de fête, les prix peuvent descendre à des tarifs très intéressants. C'est peut-être le moment de s'en procurer un. C'est un très bon compagnon de voyage. Moi, je l'utilise quasiment tout le temps, même à la maison, des fois, quand je veux m'isoler dans mon petit coin, faire mes trucs. Franchement, c'est super cool. Ouais. Il est à peu près à 250 € là en ce moment, je pense. Ouais. Alors, avant les promotions. On va parler un tout petit peu de prix dans ce podcast, mais c'est vrai qu'on va donner des grandeurs, des ordres de grandeur, on va dire. Il faut savoir qu'au moment où on sort ce podcast, il y a la période du Black Friday qui a été décalée cette année en France exceptionnellement. Donc, vous allez sûrement avoir des promotions sur certains produits dont on va parler, mais on connaît pas forcément les prix au moment où on enregistre. Donc, vous allez pouvoir avoir des super offres, à mon avis, dans beaucoup de catégories de produits. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai des liens de toute façon dans la description du podcast. Selon les produits dont on va parler et peut-être que le Bose QC35 par exemple aura une grosse réduction pendant cette période, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Je reviens juste donc sur le QC35, je l'ai aussi la première version parce qu'il y a une deuxième version qui était sortie. C'est vraiment un super casque, moi je l'adore et principalement mon utilisation à moi, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est plus pour les longs voyages, par exemple quand je prends l'avion ou quand je suis dans le train, ce genre de choses. J'aime bien être confortable avec un bon casque qui m'isole quand il y a du bruit autour, en plus avec je sais pas, les moteurs, les gens qui parlent autour, etc. C'est quand même hyper agréable. Par contre, je suis pas forcément fan d'avoir un casque à réduction de bruit dans la rue quand je marche. Je sais pas toi. C'est la même chose. Okay. chose. Je veux quand même garder mon attention assez éveillée dans la rue. Donc non, j'utilise pas le casque dans la rue. Je te dirais 99% du temps, c'est dans un avion. Ouais. Le reste du temps, en ce moment, on peut pas trop l'utiliser du coup. Voilà, ou tu sais, à la maison, tu veux pas déranger autour, donc tu mets ton casque. Mais ouais, je te dis 99% du temps, c'est en voyage. Ok. Bon, ça, c'est vraiment les casques qu'on utilise au quotidien, quasiment, et qu'on peut vraiment vous recommander. Il y a d'autres marques qui sont très bien. Hein. Il y a, par exemple, je pense à Sony qui fait des très bons casques à réduction de bruit. J'ai pas le nom exact parce qu'il est un petit peu compliqué. Donc voilà, mais je vous mettrai le lien en description. Il y a, il me semble, Il y a le nouveau modèle aussi de Bose. Okay. Mais en termes de rapport qualité-prix, franchement, le QC35, parce que l'amélioration qui a été ajoutée dans le nouveau modèle, le 700, le design a changé, ça c'est vrai, pour les gens qui en avaient marre un peu de ce design un peu plus
hélicoptère, on va dire, parce qu'en fait Ouais. les Bose à la base ils faisaient des casques pour les hélicoptères. Tout à fait. Il est un peu plus raffiné, plus design le nouveau modèle, mais il est beaucoup plus cher. Donc il est pas souvent en promotion. Il l'est de temps en temps, mais pas des tarifs très très intéressants. Ok. Est-ce que tu as d'autres casques à recommander, même filaires et moins chers ou pas? Bah, je peux partager mon expérience. Comme je t'ai dit, moi j'ai le QC35 que j'utilise en voyage et de temps en temps lorsque je veux m'isoler. Mais mes compagnons de tous les jours, c'est les AirPods. Ça, j'utilise ça, je te dirais, en tout temps, quoi. Ouais. J'adore le fait que ça perd très rapidement tu passes d'un équipement à un autre. Ça switch automatiquement vers l'autre équipement. C'est super cool, la batterie est quand même dure assez longtemps. Moi, avec les miens, j'avais eu un petit souci, mais je pense que je devais être le seul. Ça a été remplacé et depuis, j'ai pas de problème là-dessus. Ok. Bah, j'ai des AirPods aussi, je les utilise pas mal. La seule chose que j'ai remarqué depuis quelques temps quand même, c'est que ils s'enlèvent très facilement. C'est-à-dire que tu mets ta capuche ou actuellement les masques en plus qu'on doit porter la plupart du temps, tu veux enlever ton masque ou remettre ton masque, etc. Et ben ça peut facilement enlever tes AirPods et les faire tomber. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc c'est vrai que ce genre de produit c'est bien, mais il faut quand même faire attention parce qu'on peut très vite en perdre un quand même. Ouais, je peux imaginer. Mon autre expérience en fait que j'ai avec les AirPods, c'est les Pro que j'ai acheté à la sortie et je trouvais que ça faisait un peu doublon avec le QC35, des petits écouteurs avec une réduction de bruit qui est moins bien que celle qui est sur le QC35. Je les ai rendus, je pense, au bout de 2 semaines parce que je les utilisais juste pas. C'était pas très. Ok, mais Ça justifiait pas la dépense. Ok, ouais, mais parce que tu avais déjà un casque à réduction de bruit. Voilà. Ok, parce que peut-être que les gens qui n'ont pas du tout de casque à réduction de bruit vont se dire je veux un truc beaucoup plus compact qui puisse se mettre dans ma poche et avoir des écouteurs à réduction de bruit tout simplement, tu vois. Ça serait le compromis entre les AirPods standard, on va dire, et un casque à réduction de bruit. Donc, ouais, ok. Et c'est vraiment, la réduction de bruit est vraiment aussi impressionnante que sur un casque où tu es vraiment couvert sur toutes tes oreilles. Elle est impressionnante, mais pas au niveau des casques comme les Sony ou les Bose. Ok, d'accord. Ouais, c'est un entre-deux. C'est pas vraiment, c'est pas aussi isolant en termes d'audio. Voilà, puis ça, c'est des embouts, donc c'est intra, c'est différent d'un casque qui vient enrober ton oreille et être isolé avec toute la mousse qu'il y a autour. Donc, ok. Mais ça reste un bon produit. Je trouve que c'est un peu cher quand même pour ce que c'est. Je pense que je les avais payés $350 à l'époque. Ok. Je trouvais que c'était cher pour des AirPods que j'allais pas forcément utiliser tous les jours. Donc, ok. Après, donc là, on parle de produits sans fil, pour le coup. Moi, ce que je peux conseiller, et là, je les ai sur les oreilles, je l'ai sur les oreilles, c'est mon casque Audio-Technica. Alors, le nom, c'est ATH M50X BT. Alors, c'est un nom un petit peu à rallonge, mais en gros, c'est un casque, il n'est pas à réduction de bruit, mais il est sans fil et filaire. Tu peux l'utiliser en filaire et sans fil. Donc c'est vraiment un super bon casque et il est pas très cher. Je pense alors j'ai pas le prix en tête, mais il doit être aux alentours des 100, peut-être 100 ou 150 euros à peu près. Donc voilà, et il y a des modèles encore moins chers qui sont les ATH M20X ou M30X, quelque chose comme ça, qui sont à moins de 100 euros en fait. Et c'est vraiment des très bons casques, comme vous pouvez le voir si vous regardez la version vidéo actuellement. On a vraiment un casque qui couvre totalement les oreilles et du coup qui nous permet d'avoir une super qualité de son. Et moi, c'est vraiment le casque que j'utilise en permanence pour mes montages vidéo notamment et les montages des podcasts. Donc voilà, si vous voulez regarder de ce côté-là, si vous voulez pas forcément un casque à réduction de bruit, je vous conseille vraiment cela. Voilà pour la partie casque et écouteurs. On va pas parler de 10 milliards de produits, il y en a plein. Je pourrais vous mettre encore une fois des recommandations dans la description. Est-ce que tu veux qu'on passe sur des produits connectés, Abdel? Je sais que tu aimes bien ça, que tu en as pas mal chez toi. Qu'est-ce que tu peux conseiller du côté des produits connectés? En produits connectés domotiques ou plutôt en produits connectés Pas de tous forcément, les jours? pas forcément. Si tu as des accessoires que tu puisses mettre sur ton bureau ou alors des montres connectées par exemple. On va parler des montres connectées si tu veux. Cette année, franchement, on a eu la Apple Watch SE
à un prix vraiment imbattable. Donc, en termes de recommandations, pour les gens, bien évidemment, qui sont dans l'écosystème Apple, la SE reste quand même un très bon choix au prix que ça coûte. C'est un bon, c'est une bonne montre en fait. Elle a toutes les nouvelles fonctionnalités qui venaient avec la série 6, sans le tralala qui vient avec électrocardiogramme et tout ça. Donc ça reste quand même une très bonne montre. Pour un budget un peu moindre, je recommence comme toujours la Withings, en fait la Steel HR. Qui est vraiment cool, une petite montre assez classique, monitorer le sommeil, ça permet de monitorer ses activités physiques, ça paire super bien avec l'écosystème de Withings, avec l'application, les gens qui ont la balance connectée, le Pace Person connecté, la Body, je pense que tu en as une, la Body Plus. Ouais, tout à fait, je l'ai acheté en arrivant ici au Canada, donc ouais. je connais ce Pace Person, ouais. Moi, je pense que la Body Cardio, ça doit faire très 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 longtemps qu'elle traîne dans la salle de bain. On l'utilise très régulièrement. Je trouve que c'est un bon... Withings, c'est une entreprise française, hein, c'est ça? Exact. Withings, okay. C'est une entreprise française qui a été vendue à Nokia et qui est revenue un peu en France. Ouais, il y a eu un petit aller-retour par les États-Unis, puis ensuite c'est revenu en France. Et ils ont une super bonne réputation un peu partout dans l'industrie en termes de maisons connectées, santé connectée. Ils sont, je te dirais, si c'est pas ils sont pas premiers, ils sont dans les premiers quoi. Ok. Ils sont recommandés par Apple, ils sont dans les Apple Store. Je sais pas si c'est encore vrai. Mais en fait, je pense que Apple enlève de plus en plus les produits concurrents aux leurs dans les Apple Store. C'est-à-dire que on avait vu d'ailleurs qu'ils avaient commencé à enlever des casques ou des enceintes, il me semble, hein, dans leur magasin. Donc, je pense pas qu'ils laissent beaucoup de produits concurrents, notamment des montres. Ouais, je serais pas surpris. Mais c'est une bonne recommandation. La Steel HR, je pense qu'aujourd'hui, elle doit tourner autour des 125 €, quelque chose comme ça. Ok. Donc c'est un budget quand même beaucoup plus bas que 2 fois que moins les cher Apple Watch. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais, après, donc c'est un autre usage, hein. C'est une autre utilisation. C'est pour peut-être des gens qui sont pas forcément dans l'environnement Apple. Des gens qui veulent pas recharger leur montre tous les soirs. Donc ça reste un bon petit produit. Ok, super. Ça fait 2 exemples de montres totalement différents, on va dire. Après, il y a des montres connectées Samsung ou ce genre de choses. Pareil, il faut être dans l'environnement principalement Android pour les utiliser quand même. On va pas forcément s'attarder sur ces modèles-là. Et en plus, ils sont, je pense, moins connus ou moins populaires en tout cas. Donc voilà. Mais si jamais vous voulez vous renseigner de ce côté-là, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a d'autres produits connectés à conseiller, Abdel, ou pas ? Si on veut rester dans la santé connectée, il y a une compagnie en fait qui s'appelle Wyze. Je sais pas si c'est connu en France. C'est des anciens d'Amazon qui se sont montés une boîte un peu sur la côte ouest américaine, okay. où ils font des produits à moindre coût. Donc ils ont commencé par les fameuses Wyzecam, les caméras qui coûtaient $19. Donc si on veut ajouter des petites caméras, en fait c'est $19, mais tout ce qui vient avec en termes de fonctionnalité, ça peut être comparable à des caméras qui coûtent beaucoup beaucoup plus cher. Et là, ils l'ont mise à jour en fait. Ils ont mis la V3, qui est la mise à jour de leur ancienne caméra, qui est toujours à $19,99. Toute petite, qui permet d'enregistrer localement. Ça va sur le cloud. Ils ont, je pense, 1 semaine ou 2 semaines, si je me trompe pas, de cloud gratuit. Donc franchement, c'est imbattable. Si on veut rajouter une caméra connectée à son environnement, je recommande quand même ces petites caméras. Ça se trouve sur Amazon. La V3 peut-être pas aujourd'hui avec la pandémie mondiale en ce moment. Je pense pas qu'ils font de livraison en dehors des États-Unis. Mais sur Amazon, on peut trouver la V2, on peut trouver la Cam Plus. Et maintenant, ils se sont mis sur le marché de la santé connectée. Donc, ils ont sorti aussi une balance connectée. Je pense qu'elle est à une trentaine ou quarantaine de dollars, donc quarantaine d'euros à peu près. C'est vraiment une marque qui se positionne sur des produits vraiment pas très chers, quoi. Moins de 50 €, on peut trouver des super produits, quoi. Exactement, ils ont un concept de leur roadmap est public, donc c'est les gens qui contribuent à ça. Et puis là, ils ont sorti un casque. Je peux pas en parler parce que je l'ai pas essayé,
Mais honnêtement, les échos qu'on a eu de ce casque, c'est incroyable. Pour le prix que ça coûte, et là, ils se sont lancés dans les robots, les aspirateurs robots connectés. Ils sont inarrêtables en ce moment. Donc, faut surveiller cette petite boîte dans les prochaines années. Je pense que on va en entendre parler en fait. Ok, bon bah super, mais je connaissais pas cette marque du tout, tu vois, donc ça c'est cool, je vais aller regarder de ce côté-là. On va continuer dans les produits connectés et moi je vais te parler de produits pour son setup, sa bureautique, on va dire, des périphériques. Moi je suis fan depuis quelques années des produits Logitech, je sais pas si tu les as essayés ou si tu en as, mais il y a vraiment, alors c'est pas des produits forcément très récents, hein, parce que ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'ils sont sortis. Et moi j'ai le combo souris-clavier Logitech, notamment la MX Master 3. Voilà, c'est ça, c'est le nom. Donc ça, c'est ma souris de tous les jours. C'est une souris qu'on peut appairer à 3 appareils différents. Donc ça, c'est cool. On a un petit bouton en dessous et on peut choisir si on veut l'appairer à son ordinateur, à sa tablette, à un second ordinateur, par exemple. Et la même chose sur le clavier. Le clavier, c'est le Logitech Craft que j'utilise. Et encore une fois, c'est pareil, on peut l'appairer à 3 appareils différents et c'est vraiment des petits bijoux, ils sont super beaux. C'est pas des claviers gaming, c'est des claviers, on va dire, bureautiques. Je m'en sers pour le montage et ça me va aussi très bien, tu vois. Donc, c'est batterie rechargeable ou c'est en USB-C. Un truc important, c'est de l'USB-C. Donc ça, c'est vraiment cool, que ce soit la souris ou le clavier. Maintenant, tout est en USB-C. Donc ça, c'est vraiment ce que je recherche dans les produits. D'ailleurs, c'est un petit conseil si vous voulez acheter des produits tech pour Noël, regardez bien si ces produits-là sont en USB-C. C'est vraiment la prise, le connecteur pour recharger ces appareils qu'il faut viser maintenant. Tous les produits qui sont en micro USB, il faut essayer de les éviter au maximum parce que ça nous évite d'avoir plein de câbles différents chez soi. Avoir de l'USB-C pour tous ces produits, c'est le top du top. On n'a pas à s'embêter. C'est pratique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Abdel, mais moi maintenant, quand je veux acheter un produit, je regarde vraiment si c'est de l'USB-C. Moi, ça fait partie des critères en fait. J'achète plus rien qui. En fait, j'ai 2 produits. J'ai le QC35 qui est micro USB. Ouais, encore malheureusement. Ma caméra, la Sony A6600 qui est micro USB. Sinon, en fait, quand je vois des trucs micro USB aujourd'hui, j'achète pas. Ouais. Mais mes recommandations d'aujourd'hui, il y en a plein qui sont basées sur le fait que c'est du USB-C. Ok, bon, voilà, on est à peu près, on est raccord sur ce truc-là. Donc voilà, c'était le petit conseil. N'oubliez pas de regarder la connectique. C'est quand même, pour le futur en tout cas, c'est vraiment important de regarder ça. En parlant du USB-C, si je peux me permettre, vu qu'on était un peu dans les accessoires, j'ai une petite recommandation, moi, les petits chargeurs de la marque Anker qu'on trouve sur Amazon. Aujourd'hui, Apple a commencé il ne livre plus en fait de chargeurs, de prises avec les téléphones, ce qui fait qu'aujourd'hui on va en acheter. Moi, je recommande aux gens d'en acheter de bonne qualité et qui peuvent être utilisés avec d'autres appareils. Comme ça, on n'aura pas besoin de traîner plusieurs blocs dans son sac ou quand on est en voyage. Moi, ce que je peux recommander, j'en ai un que j'ai depuis quelques mois, que je suis très satisfait de cette petite prise-là. En fait, c'est le Anker en USB-C qui donne du 60 watts en fait. Donc, c'est assez puissant. Okay. Il y a 4 ports USB-A là-dessus et un port USB-C. Donc, on peut même recharger un MacBook Air avec, son iPad, son iPhone, ses téléphones Android, les Samsung et ainsi de suite. Et franchement, au prix que ça coûte aujourd'hui, on en trouve pour une trentaine d'euros. Si on a racheté un bloc charge de chez Apple pour son téléphone ou même dans une autre marque, ça va coûter, je sais pas, une quinzaine, vingtaine d'euros aujourd'hui. Donc pour 10 euros de plus, on peut se permettre en fait ce genre de petits blocs. Et puis après, tu n'auras plus besoin de traîner d'autres petits chargeurs. Ok. Ouais, donc ça fait partie des petits accessoires tech qu'on peut avoir à pas trop cher pour Noël pour s'équiper. En parlant alors accessoires ou autres produits tech, moi je partirais plus sur des produits un petit peu plus onéreux, mais c'est des SSD. Je sais pas ce que tu en penses, mais on parlait de stockage il y a pas longtemps dans un podcast, on parlait de cloud, mais on parlait aussi de stockage physique et c'est assez important d'avoir du stockage pour stocker ses photos, ses vidéos, ses podcasts, pourquoi pas. Et moi, j'ai des petits SSD que j'adore, c'est les T5 de Samsung.
Et j'en ai un en 500 Go en 1 Tera. Et c'est vraiment des petits bijoux. Ils sont super beaux. Alors, je les ai pas sous la main là, mais il faudrait que je vous les montre. C'est des appareils vraiment tout petits qui se rangent dans un petit sac, qui peuvent se caler dans une poche. Et on a toute sa vie à l'intérieur. C'est vraiment sympa. Alors après, ça coûte assez cher quand on part sur du 1 Tera ou 2 Tera. Mais je pense qu'on peut avoir des SSD de 250 ou 500 Go à des prix corrects. Donc voilà, ça c'est les Samsung. Je sais qu'il y a SanDisk qui en fait des très bien aussi. Je sais pas si tu as une expérience avec les SSD, Abdel, et comment toi tu les utilises. Pas en petit format, pas cela. J'ai regardé parce que je voulais en acheter, et comme tu l'as mentionné, je trouve que les prix sont quand même super chers. Je vais regarder un peu avec les promotions de fin d'année s'il y a des aubaines. Mais moi, je suis encore sur les SSD là, le format classique. Donc Okay. je les achète. Je les achète en format classique et après je les mets dans je sais pas comment t'appelles ça, des enclosures, Des des, boîtiers. des boîtiers avec un adaptateur en fait, qui sont quand même assez petits, pas des trucs très très encombrants. Et franchement, ça fait le travail aujourd'hui. Ça m'intéresserait d'avoir des trucs plus petits comme ceux que tu as mentionnés. J'espère que les prix vont baisser quand même assez rapidement parce que franchement, le prix du gigabit du gigabyte est quand même assez cher en ce moment avec ces SSD-là. Ouais. Donc, Alors après, les SSD, donc c'est plus cher que les disques durs, on va dire classiques. Si vous voulez miser sur beaucoup de stockage plutôt que la rapidité des SSD, vous pouvez partir sur des disques durs standards, et notamment ceux que je conseille qui sont très, on va dire, durables, c'est les LaCie Rugged, tu sais, les oranges là, les disques durs orange. ouais. Ça, tu peux avoir 2 ou 4 Tera pour 150 euros, je crois, ou 200 euros maximum. Donc c'est pas mal Ouais, quand même. ça me rappelle une vidéo de quelqu'un qui a essayé de le détruire avec une grosse masse pour prouver que c'était assez solide. Ouais. Donc ouais, ce genre de produit-là, c'est pas mal aussi. Ouais, en effet, ça va dépendre ce qu'on veut faire du stockage. Si c'est si on veut faire du traitement sur le disque dur, par exemple, les gens qui ont des iPads puis qui veulent faire du traitement vidéo là-dessus ou de la photo, c'est cool d'avoir des SSD. Ça permet d'avoir des vitesses assez intéressantes. Après, si c'est pour du stockage, faire des backups et tout, les disques durs mécaniques font encore bien le travail. Hein. Ouais, tout à fait. Après, on pourrait parler, alors on n'a pas forcément prévu d'en parler beaucoup dans ce podcast, mais il y a des petits NAS, des petits boîtiers avec 2 disques durs que tu peux mettre à l'intérieur et d'avoir une configuration en RAID où tu peux avoir une double copie de tes fichiers à l'intérieur. Je sais que Western Digital, de ce côté-là, fait des très beaux produits très, très design, très, très petits qui se mettent à la maison, qui sont vraiment pas mal, avec une application dédiée, etc. Donc ça, c'est cool. Je crois que c'est les Home Duo ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est des produits aussi où vous pouvez regarder de ce côté-là et avoir un système de sauvegarde si c'est ce que vous recherchez pour Noël. Est-ce que tu as remarqué une baisse de prix dans ces produits-là dans les dernières années, les NAS qui sont déjà préfaits J'ai pas forcément vu des baisses de prix. Après, c'est souvent sur les disques durs que tu mets à l'intérieur en fait que va se jouer le budget. Ouais. En fait, tu sais, tu peux choisir. En fait, tu peux acheter le boîtier nu entre guillemets et ensuite rajouter les disques durs que tu veux. Donc après, c'est dans le choix des disques durs, la capacité que tu veux mettre. Moi, je sais qu'à la maison, j'avais un NAS en France avec 2 disques de 12 Tera, il me semble. Donc c'était énorme. Donc ça, c'est des disques quand même assez onéreux. Qui me servaient professionnellement évidemment et tu pouvais à la place mettre des disques de 1 ou 2 Tera chacun, tu vois. Donc là ça réduisait vraiment le coût de ton NAS et tu pouvais t'en sortir avec un NAS à 300 ou 400 euros peut-être. Donc c'est pas si mal. Parce que moi j'ai le très très vieux Western Digital, justement le MyCloud. Je pense que ça doit faire plus de 6-7 ans. D'ailleurs, il faudrait que je regarde si les disques durs, la durée de vie de ces disques durs pour pas que je perde les données là-dessus. Mais j'ai jamais eu de ce genre de produit là, de NAS préfet déjà avec une plateforme et DB où est-ce que tu peux mettre des disques durs. J'ai toujours fait mes propres NAS moi-même. Donc ça serait intéressant pour les gens. C'est des appareils, voilà, pour les gens qui sont pas forcément hyper calés en informatique ou voilà, en tech en général, c'est des produits où tu peux directement avoir un truc
pas plug and play, mais presque, où tu installes ton application ou ton truc sur ton ordinateur, tu mets tes fichiers, et puis tu fais rouler ça tranquillement. Tu vois, t'as pas à te soucier de plein de paramètres compliqués que toi, tu peux aimer gérer et organiser sur ton NAS, tu vois. Donc voilà, je pense qu'on va refermer un petit peu cette partie accessoires, produits connectés pour la maison, et on va se concentrer sur une partie qui nous intéresse là parce qu'on fait un podcast, c'est les micros. On a des petites références pas mal qu'on utilise actuellement en plus à vous conseiller, donc on va commencer par ça. Je te laisse parler de ton micro que tu as acheté il n'y a pas très longtemps, Abdel, il me semble. Ouais, en effet, je me suis procuré le Audio-Technica, le ATR 2100X, désolé pour la référence d'avion de chasse. En fait, c'est un micro j'ai découvert ça très récemment, en fait. Il y avait le modèle d'avant, le ATR 2100, apparemment c'était très très populaire pour les podcasts. Et puis là, ils l'ont mis à jour cette année, en début d'année, ils ont mis un USB-C, donc... moi, c'était le critère d'achat. Un des critères, effectivement, en fait, c'est un micro cardioïde, c'est franchement dynamique, il est super bon, donc vous allez me dire ce que vous en pensez là. Je l'utilise pour la première fois aujourd'hui. Ouais, je pense que t'es un petit peu loin du micro à mon avis pour que les gens entendent bien la qualité, mais il faut que tu te rapproches un petit peu. J'espère que j'ai mis les bons réglages. Ouais. Mais ouais, tu vas apprendre à l'utiliser au fur et à mesure. Je suis en apprentissage. Non, pas de souci. Ouais, donc pour revenir là-dessus, c'est un micro. Ah ouais? Ouais. Donc c'est un micro 24 bits, il va jusqu'à 192 kHz. Je vais pas rentrer dans les détails qui intéressent personne, mais franchement, au prix que ça coûte, c'est un bon petit achat là. Il est à 90 €, je pense qu'on le trouve à 90 €. Ouais, c'est vrai que pour des micros à moins de 100 €, c'est vraiment des super produits. Pour le coup, le mien, c'est à peu près la même chose. Alors, il n'est pas en USB-C, le mien, parce que je l'ai acheté avant. C'est un produit un peu plus ancien, c'est le Samson Q2U. Et donc ça, c'est un micro. En fait, la particularité de nos deux micros, c'est qu'ils sont XLR. Alors, on peut les brancher en XLR à une console son, à un zoom, par exemple, à un enregistreur externe, ou on peut les brancher en USB directement à son ordinateur. Donc, ça veut dire qu'on a le choix soit d'avoir un enregistreur externe, comme là j'utilise actuellement, ou alors de le brancher à un ordinateur directement, et ça se transforme un peu en carte son, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que on pourrait brancher... Comme j'ai en ce moment. Voilà, toi tu l'utilises actuellement en USB, moi là je l'ai essayé en XLR, et ce qu'on peut faire, c'est qu'on a une prise jack en bas du micro, et en fait je peux brancher mon casque à mon micro directement, et c'est mon interface audio en fait, ça se transforme en interface audio de mon ordinateur. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ces petits micros là en plus, donc celui-ci est à peu près à 75 ou 80 € quand je l'ai acheté. Il est très souvent en rupture de stock, pour information. Il est très, très, très populaire. Voilà, c'est ça. En fait, la qualité, le rapport qualité-prix, en fait, voilà, il est tellement bon qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se ruent sur ces micros-là. J'en ai acheté 2 d'ailleurs quand on peut faire des interviews en face à face. J'en avais pris 2, voilà. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment très souvent en rupture de stock. Ils n'arrivent pas à produire assez de micros pour tous ceux qui en veulent. Donc voilà. Et donc ils sont fournis en fait avec un mini trépied directement, avec la bonnette qui est intégrée, et avec un câble XLR et un câble USB. Donc en fait, on a tout le package pour 75 ou 80 €, ce qui est assez incroyable. Et on peut commencer donc un podcast comme ça, ou alors, je ne sais pas si vous faites des interviews vidéo ou peu importe, vous pouvez commencer avec vraiment un tout petit budget. Et ça, c'est vraiment incroyable. Il y a des micro-podcasts qui coûtent évidemment beaucoup plus cher. Il y a le Shure SM7B qui est vraiment une référence, qui est quasiment à 400 € à peu près, je pense. Donc ça, c'est des gros produits, il y en a des encore plus chers. Mais ceux-là, on va se concentrer sur ceux-là pour Noël, parce que c'est des produits qui peuvent vraiment vous faire plaisir avec une qualité incroyable. Donc il y a le Samson Q2U, le mien. Le tien, c'est le Audio-Technica, le ATR 2100X. Voilà. Ouais. Lui, il vient avec en fait, dans son package, il vient avec un câble USB-C à USB-C, okay, un câble USB-C à USB-A. Et ce que j'ai appris dernièrement, c'est que tu peux enregistrer en fait en XLR et en USB en même temps. Ah ouais, ok. Donc je sais pas si c'est le cas du Samson. Ah, j'ai jamais essayé. Bon, l'usage est quand même assez minime. Ouais, ça c'est limité quoi. Ouais. Et il y a un troisième micro que je pourrais conseiller.
Alors là, les deux micros dont on parle, c'est des micros, on va dire, qui peuvent se tenir à la main. Enfin, en fait, après, je suis pas forcément hyper fan de cette utilisation-là, parce qu'en fait, quand on touche, je vais vous faire l'exemple, mais quand je touche juste un tout petit peu le micro, on entend une résonance. Donc, c'est-à-dire que les bruits de main, on va les entendre. Il y a un autre micro qui est plus un micro podcast, qui est vraiment fait pour être fixé à un bras. C'est le Rode PodMic, qui est à peu près à 100 €, il me semble. Lui aussi qui est souvent en rupture de stock parce qu'il est très demandé. Donc ça, c'est un très joli micro podcast que vous pouvez utiliser pour lancer votre podcast de votre côté. Et je pense encore à une autre référence parce qu'il y a plein de micros, je m'étais intéressé à plein de micros. Il y a le Shure SM58 qui est un très bon micro main. Lui, pour le coup, qui est vraiment fait pour tenir à la main, c'est un micro exprès pour ça. Qui est également à moins de 100 €. Donc toutes ces références-là, évidemment, je les mettrai dans la description. C'est des micros qui sont très durables quand vous les achetez. Si vous en prenez soin, évidemment, ça peut vous durer des années et des années. Donc il n'y a aucun souci avec ça. C'est un très très bon investissement si vous voulez vous lancer dans des programmes audio. Est-ce que tu recommandes comment s'appelle déjà la marque qui est très populaire, la Blue? Honnêtement, je pense que pour le prix de ces micros-là, vous pouvez vraiment trouver des bien meilleures alternatives. C'est pas forcément des mauvais micros, mais alors déjà moi je préfère les micros en XLR déjà, au niveau juste de la qualité, de pouvoir les mettre dans un enregistreur, etc., ou sur des appareils directement. Je préfère. Les Blue, ils captent un peu plus les bruits ambiants et tout ce qui est autour, en fait. C'est pas des... Ouais, alors, la technologie fait que cela prennent beaucoup plus le bruit ambiant. Donc, si vous avez une pièce qui n'est pas traitée acoustiquement, vous allez plus entendre la réverbération, les bruits de la circulation si vous êtes à côté d'une fenêtre, ce genre de choses. Alors que ces micros-là sont beaucoup plus sensibles. Et il faut vraiment être plus proche pour avoir une bonne qualité, mais ils vont moins prendre l'ambiance qui est autour. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces micros-là. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres micros de ton côté que tu avais en tête ou non, j'ai d'autres, des AKG, des Audio-Technica, mais qui sont à des prix un peu supérieurs et que j'utilise moins d'ailleurs. Franchement, je pense que les deux références qu'on a données, là, le Audio-Technica et le Samsung, ça reste des très très bons micros pour commencer. Faut bien commencer quelque part avant de définir vraiment ses besoins, et après, si on a besoin d'un micro un peu plus puissant, on sait exactement quoi cibler, donc on peut aller mettre un peu plus d'argent. Ouais. Et voilà. Là, on parlait de micro-podcast. Je pense au micro canon qu'on peut mettre sur une caméra. J'ai fait une vidéo récemment sur le Sennheiser MKE 200, qui est un tout petit micro qui se branche directement à sa caméra ou à son smartphone, qui est de très bonne qualité aussi, qui coûte lui aussi moins de 100 €, il me semble, ouais, moins de 100 €. Et c'est, on va dire, le concurrent du Rode Video Micro, qui est un tout petit micro qui coûte à peu près 45 ou 50 €. Donc voilà, c'est que j'utilise en fait, que j'ai, ouais. Ok, super. On a deux références comme ça qu'on utilise. Moi, j'utilise le MKE 200, toi, tu utilises le Rode Video Micro. Donc voilà, c'est des micros pas chers. Si vous voulez commencer à faire des vidéos sur Internet ou autre, vous pouvez brancher ça sur votre caméra et vous avez un son tout à fait correct. Voilà pour la partie micro, je pense que c'est bon. On a fait le tour. Ouais, je pense que oui. Des petites références qu'on pouvait conseiller. Après la partie micro audio, on va parler de vidéo, Abdel. Photo et vidéo, est-ce que tu as des petites caméras à recommander dans des budgets, on va dire, abordables, et puis après on passera à des beaucoup plus gros produits? Alors moi de mon côté, chaque année, je suis un fidèle des GoPro. Okay. Donc j'achète les GoPro parce que j'aime beaucoup en fait la flexibilité, le fait de pouvoir l'utiliser en plongée, en activité. C'est très petit, ça se traîne super bien, la qualité est quand même excellente. Bien évidemment, c'est pas une caméra qu'on va utiliser pour faire une interview ou quelque chose, à moins qu'on y ajoute un micro qui lui va permettre d'avoir une meilleure qualité. Là cette année, la GoPro 9, franchement, les gens qui ont déjà la 8, c'est peut-être pas forcément, je conseille pas forcément de passer à la 9, à part le fait qu'il y a un écran maintenant qui vient sur le devant de la caméra, avec cette nouvelle fonctionnalité qui permet d'avoir
stabilisé par rapport à l'horizon et tout, ce qui est quand même minime en termes de fonctionnalité. Je suis sûr que la GoPro 8 en ce moment avec les promotions, le prix va chuter. Donc ça va être un très bon choix pour les gens qui veulent faire de la 4K. Ça fait je pense de la 60 images secondes. Très versatile comme caméra qu'on peut utiliser à l'extérieur. Moi, je connais des gens qui font ils font des streaming de gaming avec une GoPro. En tout cas, ils ont commencé avec une GoPro. Ok. À part le fait que on parle des premières GoPro bien évidemment là, qui chauffaient, mais ils utilisaient vraiment les GoPro. Ça reste quand même une petite caméra. Et la nouvelle GoPro, elle coûte à peu près combien? Je pense que là, elle est à 599 si je me trompe pas. Ok. Ah oui, donc c'est déjà un bon budget. Elle est à exactement 430 € et 530 $ canadiens. Ok, d'accord. Donc, 430 €. On pourrait éventuellement s'intéresser à des GoPro un peu plus anciennes pour avoir des prix plus intéressants, j'imagine, qui restent avec des qualités vidéo tout à fait acceptables. Oui, il y a des gens qui font du vlog, qui ont commencé avec des GoPro, ils mettent un petit micro là-dessus. Justement, on en a parlé des deux, là, le Sennheiser puis le Rode Micro, le vidéo micro. Le vidéo micro. Micro vidéo? En tout cas, les tout petits micro canons là qu'on peut rajouter dessus. Ça va améliorer le son et puis franchement la qualité en plein jour avec une GoPro c'est quand même très bien. C'est sûr que c'est pas une caméra qu'on va utiliser dans la pénombre pour filmer. Donc faut juste bien définir son besoin avant de passer à GoPro. Moi j'aime bien parce que ça me permet de faire des petits time-lapse, des fois à des endroits où est-ce que on n'a pas le droit d'avoir des grosses caméras, une GoPro ça se glisse bien dans la poche. C'est dans les visites touristiques des fois là. C'est un très bon, c'est une bonne astuce. Ok. Je pense, ça me fait penser à un truc par rapport au prix des GoPro. Bon là on voit que c'est des produits quand même qui sont relativement cher quand même, on est au-delà des 300 € pour la plupart des modèles. N'hésitez pas, ça fonctionne pas que pour les GoPro, ça fonctionne pour tout type de cadeau, mais n'hésitez pas à regarder aussi du côté des produits soit reconditionnés ou des produits d'occasion. Je sais que ça peut paraître bizarre quand on pense à des cadeaux de Noël, souvent on veut des choses qui sont neuves, qui sont bien emballées, etc. Mais vous pouvez avoir des super affaires dans des produits reconditionnés ou des produits d'occasion de seconde main, que ce soit sur des sites comme Le Bon Coin ou alors le Marketplace de Facebook ou alors d'autres sites ou dans des magasins spécialisés dans le reconditionné. Vous avez vraiment des super opportunités et je suis sûr que vous pouvez trouver des GoPro notamment, peut-être pas la dernière, mais la GoPro Hero 7 ou Hero 8 ou même la 6 à des tarifs vraiment intéressants. Et si vous avez vraiment envie d'une caméra, une action cam qui en plus qui est une GoPro, vous avez plein d'accessoires disponibles avec, etc. N'hésitez pas à regarder de ce côté-là et pas forcément se cantonner à des produits neufs qui souvent sont assez chers. Donc voilà, c'était un peu le conseil aussi que je voulais vous donner, c'est ne vous contentez pas forcément des produits neufs et allez regarder aussi du côté des reconditionnés ou des produits d'occasion. Voilà. Est-ce que tu as d'autres... Qu'est-ce qu'on voudrait avec une caméra en fait? Quand on achète une caméra, est-ce qu'il y a un accessoire que tu recommandes avec en termes de, je sais pas, de lumière, on a parlé des micros. Bah, je crois que t'avais toi une lumière que tu conseillais, non? Il me semble pour justement avec une caméra ou ce genre de choses. T'as une petite lumière pas trop chère que t'as trouvé, non? C'est ça? Ouais, la référence en fait ça s'appelle la Vijim VL196, encore une fois un nom assez assez intéressant. En fait, c'est une petite lumière RGB. Ouais. En fait, ce qui m'a attiré en premier, c'était le prix parce que ces lumières-là, si on regarde les marques connues comme les Falcon Eye et tout ça, ça coûte quand même ça coûte quand même assez cher. Et je me demandais si c'était une promo ou si c'était une erreur sur le prix, mais en fait non, c'est le prix c'est le prix normal en fait de ces lumières-là. C'était aux alentours de 52 €. Ouais. Donc en fait c'est une lumière qui fait du 2500 à 9000 Kelvin, donc des blancs très orangés jusqu'à très bleus, RGB, donc en fait tu as des couleurs, franchement les couleurs sont assez fidèles sur la lumière. Il y a des effets pour les gens qui veulent s'amuser, genre des effets stroboscope, police, machin, tout ça. Avec encore une fois USB-C. Donc une batterie rechargeable, quelque chose aux alentours de 3000 mAh je pense. Donc à 100%, ça doit donner peut-être entre 1 heure et 1 heure et demie de lumière. Franchement, c'est super cool
illuminer un peu, je sais pas moi, faire de la photo d'objets ou faire une backlight ou mettre une petite couleur pour les gens qui font des, je sais pas moi, des zooms, des trucs sur aujourd'hui les gens qui travaillent de la maison. Donc, une ambiance colorée derrière sur un mur blanc avec une couleur, ça peut être sympa, ouais. Ouais. Moi, j'utilise pour plein de trucs, en fait. Des fois, quand je bricole et que j'ai besoin un peu de lumière, je la mets à côté. Elle a un pas de vis, donc tu la mets sur n'importe quel petit trépied à côté. Et puis, franchement, elle est très... Pour le prix qu'elle est affichée en ce moment, ça vaut la peine. Elle vient avec un petit diffuseur en silicone qui est quand même de très bonne qualité. En fait, ce qui est impressionnant, c'est en plastique, bien évidemment, mais le plastique, tu vois que ça a été bien travaillé, c'est brossé, il y a de l'effort en termes de design en tout cas. Ok, donc ouais, ça c'est un petit produit à pas très cher qui peut accompagner. Si vous avez déjà une caméra et un petit micro et qu'il vous manque une petite lumière, vous pouvez aller regarder de ce côté-là. Au niveau des caméras, encore une fois, est-ce que tu t'y connais un petit peu en caméra 360 ou pas? Est-ce qu'il y a des références à conseiller de ce côté-là? En ce moment, il y a la GoPro Max. Très souvent, on n'a pas vu de promotion là-dessus le dernier temps. Non, je pense pas. Peut-être qu'avec les fins d'année, est très prisée, très populaire. Ouais. Donc, je sais qu'il y a quelques amis qui en ont, ils adorent vraiment utiliser cette caméra, c'est un petit bijou. Ouais, ça permet d'avoir des angles un peu différents. Moi, personnellement, j'en utilise pas. Mais ouais, des fois, quand je vois des vidéos de gens en paysage qui font de la randonnée, puis franchement, ça donne un rendu assez impressionnant. Mais après, ça dépend des gens. Donc, ça dépend. Moi, j'en ai pas l'usage aujourd'hui. Okay. Mais ouais, il y a j'ai mentionné la GoPro Max. Il y a la compagnie Insta qui font la série 360. Il y a la R, en fait. C'est un peu dans le format GoPro, mais modulaire, où est-ce qu'on peut choisir un capteur beaucoup plus grand. En fait, je pense que tu as un capteur à 1 pouce que tu peux ajouter là-dessus. Tu peux rajouter un deuxième module en fait je pense pour la batterie et puis c'est modulable. On peut commencer par le modèle de base et rajouter par la suite d'autres modules. Aux alentours aussi, quelque part, je dirais entre 400 et 500 euros. Ok. Ouais, donc là, on reste dans les produits des caméras moins de 1000 euros en sachant que il y aura très peu de très très bonnes caméras en dessous des 1000 euros, je pense. Parce que ça, on arrive souvent très vite à des caméras qui vont être limitées techniquement, soit 1080p, on va pas pouvoir faire de la 4K, soit ce genre de choses, ou les capteurs plus petits. Enfin bref, il y aura plein de petits défauts qui vont faire que les caméras seront moins bonnes. Je vais quand même en conseiller une si vous voulez faire par exemple du vlog ou des petites vidéos comme ça. C'est la Sony ZV-1 qui est une petite caméra qui est à moins de 1000 euros, il me semble. Hein, ouais, c'est ça, elle est à 900 et quelque chose. Ouais, donc ça c'est une petite caméra vraiment pas mal, avec un écran orientable, il n'y a pas d'objectif interchangeable, donc ça c'est vraiment hyper compact. Vous pouvez utiliser cette caméra-là, alors vous pouvez filmer en 4K il me semble aussi. Après attention, encore une fois, le point négatif, c'est comme c'est une petite caméra, un petit boîtier, la batterie est petite, donc déjà l'autonomie n'est pas forcément top. Et en plus de ça, dès qu'on va commencer à filmer en 4K, la batterie va chauffer, enfin l'appareil va chauffer. Et vous allez être limité en durée d'enregistrement. Donc voilà, juste pour préciser. C'est drôle, il y a plusieurs caméras avec le prix quand même. Cette limitation. Ouais, la chauffe, c'est quand même un des gros problèmes sur les appareils, sur les caméras. Donc voilà, plus on a un boîtier petit et qui filme en haute qualité, plus ça va chauffer. Donc voilà, donc ça c'est un des petits inconvénients. Donc ça c'est un appareil à moins de 1000 euros. Par contre, si on veut parler de gros produits, de grosses caméras, il y en a pas mal qui ont été annoncés cette année, là qui dépassent les 2, 3 ou 4 000 euros même. Il y a eu beaucoup d'annonces, notamment du côté de chez Canon, avec le R5, le Canon EOS R5 et le R6, eux qui sont à peu près entre 3 et 5 000 euros, il me semble. Ça m'étonnerait qu'ils soient en promotion. Ça, c'est pas forcément des produits sur lesquels vous allez avoir des promotions au Black Friday, notamment, ou pendant les périodes des fêtes. C'est sûr et certain parce qu'ils viennent juste d'être annoncés. Donc voilà, vous avez ces caméras-là. Vous avez le Sony A7S3 qui est sorti également. Donc là, encore une fois, on parle de gros budget hein, pour le coup. On est peut-être dans les 2005-3000 euros minimum. Vous avez les nouvelles générations de Nikon Z6 version 2 qui sont sorties. Il y a le Panasonic
c'est le S5, il me semble, qui est sorti également cette année. Donc voilà, vous avez beaucoup de choix, mais dans des produits qui vont être entre 2000 et 4 ou 5000 euros. Donc ça, c'est plus si vous êtes semi-pro, voire pro, ou passionné de photos et que vous avez envie de vous faire un gros plaisir avec des boîtiers comme ça, en sachant que ça, c'est des tarifs qui n'incluent pas des objectifs. Donc vous allez devoir acheter des objectifs à côté, évidemment. Donc voilà, ça c'est pour le côté on explose le budget pour Noël et on se fait un gros plaisir. C'est le moment justement de se tourner vers les modèles d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, qui vont probablement être en promotion en fin d'année. Donc ouais, tout à fait. Il y a encore des caméras qui, comme le A7 III que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Ouais, j'ai le A7 III, donc lui qui va être sûrement remplacé aussi l'année prochaine par un nouveau modèle. Donc il va sûrement baisser en termes de prix. Il y a l'EOS R tout court en fait. Le Canon EOS R qui a quelques années également et qui est très très bon, mais qui va être dépassé parce qu'il y a des nouveaux modèles qui sortent. Donc regardez de ce côté-là, peut-être d'occasion aussi, pourquoi pas. Vous avez sûrement des c'est un gros cadeau de Noël quand même. Hein. Ouais, c'est un très beau cadeau de Noël. Mais voilà, ça, c'est un bel investissement aussi. Si vous êtes passionné de photos, de vidéos, ça peut être vraiment super cool. Je sais pas si tu as mentionné le petit nouveau de Sony, le A7C. Non, j'en ai pas parlé exactement. Il y en a un nouveau, ouais. Le plein format, en fait, capteur full frame. Ouais. Le prix, il est quoi? Il est aux alentours de 2000. Je t'avoue que je suis 2000 euros à peu près. Ouais. Donc c'est un compromis entre les compacts et en fait un full frame, donc un petit boîtier avec un plus gros capteur. Ouais. La bonne nouvelle quand même, c'est que tous ces nouveaux modèles-là qui sont sortis cette année, les constructeurs ont enfin retenu la leçon et on a un écran orientable. Ça, c'est cool. Avant, on ne l'avait pas. J'avoue. Donc ça, c'est vraiment une super nouveauté, entre guillemets. C'est pas nouveau les écrans orientables, mais au moins, ils les ont intégrés sur tous leurs modèles et ça, c'est hyper confortable parce qu'il y a beaucoup de gens qui se filment eux-mêmes, soit en vlog ou juste pour vérifier. Comme tu disais, il y a des conférences Zoom ou autres pour le travail et on utilise des caméras professionnels ou semi-professionnels, on peut voir le retour écran, etc. C'est quand même cool d'avoir ces options-là. Oui, justement, je mentionnais que pendant le premier confinement, là, les compagnies ont fait un effort considérable pour que ces appareils soient utilisables comme des webcams. Sony ont fait la même chose. GoPro aussi, donc les gens qui utilisent des GoPro, donc ça permet d'avoir un plus grand angle en fait en vidéoconférence, donc c'est pour les gens qui sont intéressés. Pas besoin d'acheter une webcam, d'ailleurs, qui sont toutes en rupture de stock en ce moment. Ouais, c'est vraiment le produit de l'année, quoi, du coup. Donc ça, c'est assez marrant. On va juste bifurquer un peu encore sur des produits vidéo, mais alors là, pas des caméras, des accessoires ou des produits annexes, on va dire. Et il y en a un en particulier, je vais te partager mon ressenti, tu vas me dire ce que tu en penses. Il y a la Blackmagic ATEM Mini. Alors moi, c'est mon délire. Voilà, je suis plus dans le multicam, faire des émissions en réalisation, tu dois le savoir. Pendant pas mal d'années, je le fais encore, je fais des émissions en direct ou en différé, mais avec plusieurs caméras. Et on a besoin d'une petite régie. Et alors grosse ou petite régie. Mais Blackmagic a sorti un petit boîtier qui s'appelle l'ATEM Mini qui te permet de faire du multicam avec 4 sources. Donc tu peux brancher potentiellement 4 caméras et brancher ça à ton ordinateur et faire un live, Twitch, YouTube, Zoom, ce que tu veux. Et te faire voilà, ta petite émission ou ton multicam avec ton facecam, ton top shot pour filmer des trucs. Tu peux intégrer à la place d'une caméra... Pardon, j'ai tapé dans le micro. Tu peux intégrer à la place d'une caméra ton écran d'ordinateur et montrer des vidéos ou des choses sur ton ordinateur ou des présentations. Donc, tu as toute une mini-régie pour moins de 500 €, je crois. Voilà, c'est à peu près dans les 300 ou 400 € à peu près. Donc, c'est assez incroyable de voir qu'à un prix aussi faible, on peut avoir une mini-régie qui tient en plus dans son sac. C'est minuscule comme produit. Vous allez voir, si vous cliquez sur le lien dans la description, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est un produit incroyable, je trouve. Ils ont sorti des versions ATEM Mini Pro avec un peu plus d'options, etc. Donc ça, c'est un tout petit peu plus cher. Mais je ne sais pas si tu as vu, Abdel, à quoi ça ressemblait, ce que tu en penses. Je sais que tu travailles un petit peu dans ce domaine-là, mais donc tu as peut-être un œil assez critique sur ça. Mais qu'est-ce que tu penses de ce produit-là ?
Ouais, c'est un peu Blackmagic font un peu du grand public. Je peux pas vraiment penser là-dessus parce que voilà, Abdel c'est est dans le secteur très professionnel, donc voilà, il est assez critique. c'est la concurrence en fait. Voilà. Ok, donc on va pas forcément insister là-dessus, mais en tout cas pour moi c'est un très bon produit et si vous voulez regarder de ce côté-là, si vous aimez la vidéo et faire du multicam, et ben c'est un super outil. En parlant de multicam ou émissions ou ce genre de choses sur internet, il y a le Rodecaster Pro qui est un produit Rode prisé par tous les podcasters. Je vois tellement de vidéos que ce soit des Américains ou des Français qui ont acheté le Rodecaster pour faire un podcast. Ça donne envie, hein. Ça donne envie, c'est un beau produit, c'est un très très beau produit. Encore une fois, on peut, alors là c'est pas des caméras, mais on peut brancher 4 micros et on a une très belle console avec des boutons colorés, avec des boutons, on peut monter le volume, etc. Enfin bref, c'est super joli, il y a un petit écran et tout ça, c'est vraiment pas mal. Et ça, c'est vraiment un produit qui me fait rêver pour le podcast, mais je le trouve personnellement moi un peu trop gros pour l'utilisation que j'en aurais en fait, parce qu'on n'est pas un podcast où on est 4 à parler ou 3 à parler, on est juste 2, donc un petit Zoom H6, moi ça va très bien. D'ailleurs, je peux vous conseiller le Zoom H6 si ça vous intéresse. Mais le Rodecaster Pro, c'est vraiment un beau produit. C'est ça qui fait la différence. Rode fait des très bons produits dans la globalité. Donc ça, c'est un produit super. J'ai pas forcément le prix en tête. Pour le coup, je manque un peu de préparation, mais il doit être à peu près dans les 300 euros ou un truc comme ça, 300 ou 400 euros. Donc peut-être même plus cher. Et ouais, il est au-dessus je dirais même au-dessus de 500. Ah ouais, tant que ça, ok. Ouais, donc c'est quand même un investissement, mais si vous faites du podcast ou si vous faites des conférences à plusieurs et que vous voulez un beau produit, c'est hyper intéressant. Vous avez un petit pavé MIDI entre guillemets où vous pouvez mettre des bruitages, associer des bruitages à un bouton sur le côté. Vous avez des presets intégrés pour vos micros. Vous pouvez connecter un smartphone directement ou alors appeler quelqu'un et l'intégrer dans votre console. Bref, il y a pas mal de choses. C'est un très joli produit. Et si, encore une fois, vous voulez vous faire plaisir et que vous allez monter un podcast ou que vous avez un podcast, c'est un très très beau produit que je vous recommande. Donc voilà pour tous ces produits, pour ces produits vidéo. Je crois que toi, tu as un autre produit qui t'intéresse dans la partie vidéo que moi, je n'utilise pas du tout. C'est un drone. Abdel, c'est ça ? Absolument. Je suis un fan de drone. J'adore la perspective que donne un drone. J'ai déjà eu les tout premiers modèles de DJI, les Phantom, puis j'avais arrêté pendant plusieurs années, j'en utilisais plus. Et puis l'année dernière, je me suis acheté le DJI Mavic Mini, le tout petit modèle de 149 grammes, ouais. qui est en fait un tout petit peu en dessous de la réglementation. Parce qu'en fait, la réglementation aujourd'hui, ça prend, faut que ce soit enregistré, et puis dans certains pays, ça prend une licence. Avec 249 grammes, pardon, on peut l'utiliser un peu partout, que ce soit aux États-Unis, au Canada, je pense. Je connais pas très bien la réglementation en France, mais on peut le faire voler. Et puis le Mavic Mini, le premier modèle, il filmait en 2.7K. Donc là, c'est il y a quelques semaines, en fait, ils ont sorti la nouvelle version. Mm-hmm. Le Mini 2 que j'ai acheté, que j'ai pas encore déballé, que je vais m'amuser avec en fin de semaine. Franchement, super cool. Il fait du 4K. Ça, c'était attendu. Ça, je pense que c'était même une erreur dans le premier. Le premier devait sortir déjà avec la 4K. Et maintenant, avec le OcuSync, on peut l'envoyer très très loin. Le signal est de meilleure qualité. C'est pas comme le précédent modèle où c'était du Wi-Fi. Il est aux alentours de 460 €. Moi, en fait, c'est une des caméras que j'ai dans mon sac lorsque je voyage. Ok, ouais, toi t'es vraiment fan de ce format, des vidéos drones en fait. Voilà, et puis petit format, ça se glisse super bien dans son sac à dos. Il y a pas de, la batterie dure quand même assez longtemps. De toute façon, quand on filme en drone, on dépasse rarement plus de 15-20 minutes. Donc lui, ils disent 30 minutes. Je pense pas qu'il fait vraiment 30 minutes, mais les 15-20 minutes les fait largement. Okay. De la 4K, 30 images secondes. La caméra est quand même assez bonne. En fait, je soupçonne que la caméra qui est là-dessus, c'est la même qui vient avec le Osmo Pocket, la petite caméra gimbal qu'ils font. Donc, ouais, moi je recommande. C'est quand même assez cher. On parle de le produit, juste le drone avec une batterie, puis sa télécommande, ça commence à 460 €,
quelque chose aux alentours de 570 dollars canadiens. Mhm. Mais je recommande quand même d'acheter le Fly More Combo qui vient avec plus de batterie. Puis, Ouais, selon ton expérience, c'est mieux de passer directement avec ce combo-là. Ouais, parce qu'en fait, avoir 3 batteries, ça te permet de filmer, faire plusieurs shots en fait dans ta journée sans avoir changé de batterie. Okay. C'est cher, je sais, mais c'est quelque chose que moi je recommande pour les gens qui sont fans de drones. Ou pour les gens qui veulent débuter. Encore une fois, le Mini 2 qui vient de sortir, bien évidemment, il va pas être en promotion en fin d'année. Donc le Mavic 1, je le recommande quand même. Juste faire attention de ne pas le faire voler dans des zones où il y a du vent. Qu'est-ce qui s'est passé, Abdel? Et il a pris le large, le mien. Donc t'as perdu ton drone, c'est pour ça que t'en as pris un nouveau. Il est rentré dans un endroit où il y avait un courant super fort et du coup il y avait plus rien qui marchait, donc il répondait plus aux commandes malheureusement. Faut pas oublier que c'est un petit drone, donc faut pas non plus le challenger sur le vent. Ouais. Apparemment le nouveau il est une catégorie au-dessus en termes de résistance au vent, donc j'ai vu des vidéos qui sont assez impressionnantes. J'ai bien hâte de le tester. Mais je dis quand même, faites attention au vent. T'as dit un truc intéressant, enfin, t'as dit beaucoup de trucs intéressants, Abdel, mais tout à l'heure, t'as parlé de l'Osmo Pocket et j'avais complètement oublié ce produit. Il y a un nouveau, le Pocket 2, il me semble, qui est sorti. De la DJI, nouvelle version, ouais. Voilà, et ça, c'est une toute petite caméra avec laquelle vous pouvez filmer, qui est stabilisée. Qui fait des très bonnes petites vidéos. Alors, c'est pas une caméra professionnel, c'est une petite caméra, c'est pas une action cam non plus, c'est un hybride, mais c'est une caméra hybride, mais vous avez la possibilité de faire énormément de choses avec, donc voilà, j'avais complètement zappé ce petit produit-là. T'as bien fait d'en parler parce que moi, potentiellement, je peux le conseiller pour des gens qui veulent s'amuser avec une petite caméra s'ils n'ont pas un smartphone hyper haut de gamme qui n'a pas une qualité vidéo de C'est exactement ce que j'allais dire. Et voilà, ça peut être une très très bonne alternative et c'est vraiment tout petit, donc pour le coup, vous n'allez pas vous encombrer énormément avec ce produit-là. Parce que j'avoue qu'aujourd'hui, avec la qualité des smartphones, franchement... En fait, pourquoi je recommanderais toujours une GoPro sur le Osmo Pocket, c'est que le Osmo Pocket, tu peux l'utiliser comme une action cam si les gens font, je sais pas, les gens qui sont intéressés par des activités aquatiques et tout. Et la GoPro, en fait, ce qu'elle a de plus que le smartphone n'a pas, c'est justement cette versatilité-là. Désolé, c'est dur à dire. Ouais. Avec les smartphones, parce que si on reste sur une approche minimaliste, parce qu'on veut avoir un sac à dos assez compact avec pas trop de trucs dedans. Osmo Pocket, GoPro, drone, caméra, ça en fait trop, donc on essaie un peu de revenir à... Donc si vous avez un très bon téléphone, je pense pas que la Osmo Pocket soit un plus dans son sac à dos. Ok, bah écoute, parfait, très, très bon conseil, très juste. On va parler, avant d'attaquer les smartphones, qui est quand même peut-être un sujet qui vous intéresse pas mal, on va parler de domotique, parce que je sais que c'est un sujet qui toi t'intéresse énormément et je pense que tu as pas mal de petits produits cool à conseiller pour Noël, pour tous ceux qui aiment avoir une maison connectée. Toi t'es assez fan de ça, donc est-ce que tu as des produits à recommander pour la maison? Bah, je vais commencer par, en fait, on va dire la base. Les gens qui veulent pas forcément rentrer dans les détails techniques, comment marcher le protocole et tout, il y a le Amazon Echo de 3e génération qui doit en ce moment être vraiment rabais. J'ai regardé hier, je pense qu'il était à 20 €, 25 $ canadiens. Alors c'est quoi l'Amazon Echo pour ceux qui connaissent pas? C'est le petit device en fait où tu peux avoir l'assistant vocal Alexa dessus. Ok, c'est une petite enceinte en fait, c'est ça? Exact, une petite enceinte qui permet justement de faire jouer sa musique, lire ses messages, mais il y a une fonctionnalité aussi domotique là-dessus, où est-ce qu'on peut créer des routines, on peut créer des comment on appelle ça, des triggers avec des actions à faire. Donc en fait, aujourd'hui, ça communique avec énormément de protocoles et de fabricants, par exemple les lumières Philips Hue, avec des prises connectées Wi-Fi, des lumières Wi-Fi et ainsi de suite. Je ne vais pas citer toute la liste. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un
un bon point d'entrée dans la domotique. Ça sert à plusieurs choses en même temps, donc comme on a dit, enceinte, assistant vocal, créer des routines, contrôler ses lumières, contrôler ses prises et ainsi de suite. Après, quand on rentre là-dedans puis qu'on voit toute la puissance que ça peut procurer, c'est là où on va commencer à regarder un peu plus en détail les autres solutions qui existent, qui peuvent être des fois un peu plus intimidantes pour les gens qui ne sont pas très techniques ou que tout simplement ils ne sont pas intéressés par cette partie-là. Tu conseilles plus l'Echo, l'appareil Amazon Echo plutôt qu'une Google Nest Mini par exemple? Définitivement. Ouais. Okay. J'ai essayé les deux, raison? j'ai les deux et en fait en termes d'intégration, je trouve que Amazon font un effort beaucoup plus important que celui que fait Google aujourd'hui. Un truc très simple, lorsqu'on achète le petit Echo, là, le tout petit, on l'achète pas pour sa qualité de son. Donc, il y a une prise jack dessus où est-ce qu'on peut le brancher à un système de son existant et on profite de la qualité sur les Google Nest. Maintenant, ça s'appelle les Nest. C'est toujours pas possible là-dessus. J'ai le dernier et il y a toujours pas de prise jack là-dessus. Je trouve ça dommage quand même. Le son est moins de bonne qualité quand même là-dessus que sur le Echo. Et comme je dis, les intégrations. Donc, quand on regarde tous les fabricants aujourd'hui, ils intègrent avec les deux, mais je vois qu'avec l'intégration avec Amazon est mieux faite et il y a beaucoup plus d'intégration. Ok, donc ça fait partie des produits de maison connectée. On pourra revenir un peu plus en détail sur la maison connectée, Abdel, parce que je sais que toi, tu es vraiment rentré beaucoup plus en détail là-dessus. Chez toi, tu fais pas mal d'expérimentations avec des produits, plein de petits produits, et tu essaies de développer ça. Donc, on pourra se faire un ou plusieurs épisodes d'ailleurs à ce sujet sur la maison connectée. On va passer maintenant au smartphone. Alors, juste pour préciser, Abdel ou moi sommes vraiment sur des appareils Apple pour les smartphones notamment. On a tous les deux des iPhones, donc on va parler un petit peu de ce qu'on connaît, on va parler un tout petit peu d'Android, mais pas énormément parce qu'on n'a pas toutes les références. On les a pas testés, on va uniquement se baser sur des choses qu'on sait de ce qu'on a pu voir sur internet ou autre. Donc voilà. Au niveau smartphone, Abdel, qu'est-ce que toi tu conseillerais pour Noël? Alors, si on commence par les Android, en fait, il y a le Google Pixel 4a qui a été lancé dernièrement. Il y a deux versions. Il y a la version 5G et la version qui est toujours 4G. Ouais. Ça commence à 479. Les Google Pixel en termes de photos c'est des super bons téléphones. Franchement, ça, il y a plus, ils ont plus à justifier en fait la qualité de leur capteur. Ça reste quand même un Android fait par Google. Moi, quand j'étais sur Android avant, j'aimais pas beaucoup toutes les stacks qui venaient avec les Samsung, les machins et tout ça. C'était vraiment pas intéressant. Et puis celui que moi j'aimais le plus à l'époque, c'était le OnePlus. Je vois qu'aujourd'hui, il y a un nouveau modèle aussi qui a été annoncé. Et je sais que les Android en promotion, il y en a tout le temps. Donc, que ce soit directement chez les fournisseurs de services ou directement sur Amazon ou directement sur la boutique, par exemple le Google Store. Donc j'ai bien hâte de voir comment ils vont s'ils vont faire des rabais en fait sur ces nouveaux téléphones. Ça m'étonnerait parce que ça vient tout juste de sortir, donc peut-être qu'ils vont vouloir plus liquider les anciens modèles. Mais après, en termes d'Android, il y a une tellement grosse concurrence entre les différents smartphones qu'il peut quand même y avoir des opérations commerciales pour les fêtes. C'est possible, ouais, tout à fait, c'est possible. Ok. Donc ouais, niveau smartphone, Google Pixel, côté Android, c'est vraiment le modèle, on va dire, plus ou moins abordable quand même, mais c'est un téléphone Google hyper bien intégré donc pour Android, avec une qualité photo excellente. Donc pour le coup, c'est le smartphone Android qu'on peut recommander à un prix correct, on va dire, c'est ça? Tout à fait. Ok. Côté Apple, il y a eu des annonces donc très récemment avec les iPhone 12. Il y a le mini, le 12 normal, le Pro et le Pro Max. Est-ce que tu les recommandes ou est-ce que tu recommandes aux gens de prendre un modèle en dessous, par exemple? En ce moment, je pense que les 11 et les 11 Pro doivent être quand même à des prix très intéressants. C'est les stocks qui restent chez les fournisseurs de services, là, les opérateurs téléphoniques. Je pense qu'ils ne sont plus sur la boutique Apple.
si je me trompe pas. J'ai pas regardé. Ouais, je pense qu'ils les ont enlevés, ils sont plus disponibles. Ok. Donc j'imagine soit chez des opérateurs mais c'est un gros cadeau de Noël quand même, un téléphone. Ouais. Ah oui, après pour le coup, on arrive vraiment sur des produits entre, allez, on va dire pour les plus petits modèles, peut-être 700 et 1500, peut-être, voire plus. Si on prend le plus gros il y en a qui diront gros, que c'est pas cher pour ce que c'est, parce que c'est l'appareil qu'on va utiliser tous les jours, contrairement au drone que j'ai mentionné tout à l'heure, qu'on va utiliser seulement quelques fois, et c'est l'argument est très très recevable. Après, ça dépend. Il y a des gens qui gardent leur téléphone pendant 1 an, il y en a qui le gardent pendant 2 ans, puis ouais, tout à fait. donc ça reste un investissement. Après, les derniers iPhones, franchement, en termes de qualité, toi, tu pourrais nous en parler. T'as le nouveau, donc. J'ai le 12 Pro Max. Niveau photo, franchement, c'est une petite bombe, honnêtement, et vraiment incroyable. 12 Pro Max, après, la taille d'écran, je trouve ça un poil trop grand. Donc si vous aimez pas forcément les trop grands smartphones, je vous conseillerais plutôt d'aller sur le 12 Pro tout court, pas le 12 Pro Max. Et il y a des gens qui sont intéressés pour aller sur le 12 mini. Alors je crois que tu fais partie de ces gens-là, Abdel, qui aimeraient bien revenir à un téléphone plus petit au niveau format. Alors pour quelle raison? En fait, ça reste quand même un écran à 5,8 pouces. C'est quand même immense si on revient quelques années en arrière. On dit petit, mais c'est par rapport à maintenant. Avant, c'était déjà un grand téléphone. Voilà, peut-être que je me trompe. C'est pas 5,8, mais c'est plus 5,5. Ce qui reste quand même très grand. Moi, quand je compare avec le 8 Plus, il y a seulement une petite différence. Et franchement, le 8 Plus, l'écran est immense. Donc le mini, je trouve que ça reste quand même un bon choix pour les gens qui veulent avoir un petit téléphone avec toutes les fonctionnalités du 12 normal. Il n'y a pas de compromis en termes de puissance. Il est un peu moins cher. Je pense qu'il est $100, 100 moins cher que le 12 standard. Après, c'est 5,4 pouces, Abdel, pardon. 5,4, ok. Ouais. Et voilà, donc tu vois la différence entre le mini et l'ancien plus d'avant, 5,4 avec 5,8, il n'y a pas une grosse différence. Donc ça reste quand même un écran assez grand. Après, moi je suis pas forcément fan des très très grands écrans sur les téléphones. C'est une option, je n'ai pas encore décidé, mais j'hésite encore entre le 12 normal et le 12 mini. Ok. Bon, au niveau smartphone, on va s'arrêter là. Si vous avez déjà tout ce qu'il faut côté smartphone, on va parler un petit peu des tablettes qui reviennent en force depuis quelques années, parce que encore une fois, je vais parler d'Apple, mais les iPads sont vraiment des petits bijoux. Donc il y a vraiment un regain d'intérêt pour ces formats-là. Est-ce que tu conseilles une tablette en particulier, Abdel ? En fait, s'il y en a un qu'on peut recommander en ce moment, c'est le dernier Air qui est sorti, qui utilise en fait la dernière puce A14, qui est super puissante. Moi personnellement, je l'ai pas utilisé, j'ai pas d'expérience avec, mais les vidéos qu'on a vues de gens qui faisaient du montage là-dessus avec de la 4K en utilisant des applications comme LumaFusion par exemple, franchement c'est excellent. Combiné à un petit clavier, moi j'aime bien là, le Magic Keyboard avec le Magic Trackpad. Franchement, pour les gens qui leur usage de l'ordinateur est très limité, ils peuvent se satisfaire en fait d'un iPad Air avec un petit clavier quand ils veulent faire je sais pas moi, traitement de texte ou rédiger des trucs. Ça reste quand même un très bon choix au prix que ça coûte. Il est moins cher que les pros. Alors en fait, pas tant. Enfin, il est moins cher, mais c'est pas si énorme que ça la différence, je trouve quand même. Tu vois, il y a peut-être 100 ou $200 d'écart, mais c'est pas si énorme pour la différence de qualité, je trouve. Ils sont plus puissants déjà les R avec la nouvelle puce en termes de puissance. Après, tu as des fonctionnalités qui viennent sur le Pro comme le LiDAR, puis les capteurs. Le taux de rafraîchissement d'écran aussi. Exact, les appareils photo. Donc après, encore une fois, c'est des choix qui se font selon nos besoins, mais après comparer les caractéristiques évidemment. Tu vois, par exemple, le iPad Air 4 aujourd'hui, il est plus puissant que mon iPad Pro 2018. Ouais, c'est la même chose que moi.
On a le même tous les deux, donc c'est vrai que l'iPad Air 4 est plus puissant, ce qui est assez incroyable. Donc voilà, niveau iPad, c'est vraiment celui qu'on peut conseiller. Toi, tu avais aussi du côté Android, alors pas Android du coup, mais Amazon, il y avait les Kindle Fire, c'est ça Ouais, qui sont vachement pas très chers. Les gens qui veulent juste faire du Netflix sur leur tablette, prendre leurs mails, s'envoyer des messages, c'est des tablettes qui sont à moins $100. D'ailleurs, elles sont toutes en rupture de stock, j'ai regardé ce matin. Ouais. C'est très très prisé, donc c'est un très bon, une très bonne tablette en fait pour le prix. Ouais. Par contre, au niveau qualité, c'est bien moindre que des iPads ou des tablettes Android plus haut de gamme, on est d'accord. Voilà, c'est pas du tout la même catégorie. C'est pas le même usage, c'est plus la tablette qui va traîner dans le salon pour regarder des petites séries ou regarder tout simplement. C'est pas comme un iPad où on peut faire beaucoup plus de choses en fait. Ok. Alors, une autre catégorie de tablette qui n'est pas vraiment une tablette, c'est les liseuses. Alors, je sais que moi, j'ai une Kindle à la maison, mais toi, tu es intéressé par d'autres modèles, il me semble? Ouais, bah là, on a à la maison une Kobo, la Clara HD, qui est quand même pas très chère. Et j'aime beaucoup les Kobo en fait par rapport aux liseuses de Amazon. Je trouve que elles sont de meilleure qualité, les écrans sont beaucoup plus brillants et tout, le réglage est beaucoup plus précis là-dessus. Pour les gens qui veulent une petite liseuse, franchement, moi je recommande la Kobo. Après, la Kobo Clara HD, bien évidemment. Après, il y a d'autres modèles qui sont moins chers. Si on veut aller à un budget moindre, la Clara HD est à peu près entre 100 et 130 euros. Mais il y en a beaucoup qui sont en dessous de 100 euros aussi. Après, ok. Ouais, donc ça c'est vraiment donc un usage totalement à part des tablettes. C'est pour ceux qui aiment lire, qui sont pas forcément sensibles au toucher du papier et qui veulent des vrais livres physiques. Là, vous pouvez avoir des centaines et des centaines, voire des milliers de livres dans votre liseuse et mettre ça dans votre sac et puis partir en vacances et bouquiner autant que vous voulez. Donc c'est vraiment des produits qui sont vraiment très cool mais il faut aimer quand même. Ouais, moi je commence avec les liseuses. C'est la première fois que j'utilise une liseuse. Je me dis que ça va me redonner envie de relire parce que tout ce qu'on lit aujourd'hui, c'est plus des articles et des tests. Donc une liseuse, en fait, t'es déconnecté de ton téléphone, c'est pas sur la tablette parce que faut pas oublier, on peut lire sur un iPad et tout, c'est pas la même. Ouais, tout à fait. C'est pas la même qualité en fait c'est pas le même confort, on va dire, de lecture, mais une liseuse, franchement, c'est comme un livre. Ça te permet de garder ton téléphone ailleurs. T'as que ta liseuse, tu lis ton livre et puis voilà. Ouais. On a fait le tour des tablettes. Je vais passer à un autre type de cadeau qui est pas forcément le style qu'on pense habituellement. C'est des services. On va s'intéresser à ça parce que bon. T'es pas sans savoir qu'on est tous les deux des immigrés à la base. On est au Canada, c'est pas notre pays d'origine, donc on est loin de notre famille. Et donc pour Noël, c'est pas forcément simple pour nous envoyer des cadeaux, tu vois. Et même avec la crise actuelle, avec le Covid et le toucher, voilà, exactement, les on peut cadeaux même pas et se tout. voir, donc voilà. Donc il y a des services qui peuvent être très intéressants. Et je pensais, on a fait un podcast il y a pas très longtemps sur les services de cloud notamment. Et bien pourquoi pas offrir en cadeau 1 an d'abonnement cloud à un proche, par exemple. Si vous savez qu'il y a un de vos proches qui aime beaucoup faire des photos, qui a besoin de les stocker quelque part ou de les partager, ce genre de choses, pourquoi pas lui prendre un abonnement à, je sais pas, Google Drive, OneDrive, iCloud, tout ce que vous voulez, pendant 1 an. Ça fait un petit budget, ça fait à peu près quoi ? Ça fait moins de 100 euros en fait, au final, hein, c'est ça pour la plupart. Sur l'année, ouais. Donc voilà, ça fait en plus ça lui fera plaisir, c'est sûr. Donc vous pouvez prendre ce genre d'abonnement, c'est vraiment pas mal. Il y a aussi pourquoi pas un abonnement Netflix. Quelqu'un qui aime beaucoup regarder des séries, des films, vous pouvez lui prendre un abonnement Netflix sur 1 an. Et puis après, soit vous renouvelez tous les ans votre cadeau, si vous êtes sympa, soit après il se débrouille, tu vois. Ou alors il arrête son abonnement. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est des bonnes idées au final. Ou encore mieux, tu peux lui offrir le forfait Netflix et lui demander de te partager un compte là-dessus. Exactement. Ça coûte moins cher comme cadeau, c'est parfait, c'est très bien.
Au-delà de Netflix, il y a aussi un peu plus sérieusement, il y a Amazon Audible. Je sais pas si tu utilises ce service ou si t'as déjà essayé. Je connais, mais je n'ai jamais utilisé. Voilà, c'est des livres audio en fait. Vous avez un abonnement, je crois que c'est 14 ou 15 dollars canadiens, donc je sais pas combien c'est, c'est peut-être 10 euros en France par mois. Et en gros, tous les mois, vous pouvez écouter des livres audio. Donc, personnellement, je commence à préférer les livres audio plutôt que la lecture en elle-même. Parce que il y a très peu de moments où je me retrouve tranquille chez moi à pouvoir bouquiner sans avoir aucune distraction. Les livres audio, en fait, tu peux écouter pendant ton trajet pour aller au travail, quand on peut aller au travail, ou je sais pas, quand tu vas faire tes courses, tu mets tes écouteurs, tu peux écouter un livre audio. Et tu peux ouais, c'est ça. Non, mais tu peux apprendre en marchant, tu peux aller te balader et en plus écouter un audio. Donc ça, c'est quand même hyper cool. Ça peut être un service hyper intéressant. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez essayer. Je crois qu'il y a 30 jours d'essai ou un truc comme ça, et vous pouvez télécharger un livre gratuitement pour essayer. Donc voilà. Je mettrai les liens en description de tout ça si vous voulez essayer. Bien évidemment, tu as toujours des gens qui vont te dire lire un livre, ça permet de s'évader, justement. Non, bien sûr. Après encore une fois, c'est les besoins. Hein. Ouais, c'est ça. Après, ce genre de livre, tu vois, j'écouterai pas forcément un livre audio de fiction. Si je veux lire lire de la fiction, je vais prendre vraiment le bouquin ou sur la liseuse, etc. Je vais pas forcément l'écouter en audio. Par contre, tout ce qui est, on va dire, biographie, développement personnel ou ce genre de choses, là, pour le coup, en audio, je trouve ça plus intéressant. Donc voilà pour les usages. Et il y a un autre service aussi qui est un peu relié à ces livres audio-là, ça s'appelle Cooper. Je sais pas si tu connais Abdel. Non, pas du tout. En fait, alors j'avais interviewé le fondateur de Cooper il y a 1 an, quasiment jour pour jour. C'était super intéressant. D'ailleurs, je vous mets le lien de ce podcast-là dans la description. En fait, c'est des résumés de livres en audio. Plutôt que de lire le livre en entier ou d'écouter le livre en entier, eh bien là, en 20 minutes environ, vous avez un condensé du contenu du livre. Encore une fois, c'est pas de la fiction, c'est que des livres soit sur développement personnel, finance, immobilier, bien-être, enfin plein de sujets différents. Et vous allez pouvoir en 20 minutes avoir un condensé du livre. Et si à partir de ce moment-là, ça vous intéresse, Cooper vous suggère d'acheter le livre en entier pour creuser le sujet, pour découvrir le livre en entier. Vous pouvez l'acheter directement depuis l'application. Et c'est toujours 20 minutes ? Alors, en fait, ils ont varié les formats depuis quelques temps. Soit tu as des résumés en 20 minutes, soit tu as des mini-cubes, ça s'appelle des cubes, book en anglais. Et des mini-cubes, c'est en l'espace de 5 minutes, tu as un résumé. C'est pas forcément issu d'un livre, ça, c'est plus issu de conférences TED. Ils vont te faire un condensé d'une conférence TED en audio, en fait. Donc, c'est donner envie aux gens de lire le livre. Ouais, tout à fait, c'est ça. Le but, c'est de donner envie aux gens de creuser un sujet, d'acheter ensuite le livre et d'approfondir leurs connaissances. Donc, c'est vraiment intéressant. Ils ont tout un système de formation dans leur application. C'est très bien fait. Ils te recommandent plusieurs livres sur une même thématique qui t'intéresse. Tu as des quiz pour valider, entre guillemets, tes connaissances. Et non, c'est vraiment un service cool. Moi, je l'utilise vraiment très souvent pour mes trajets. J'écoute mes résumés de livres. Et ensuite, ça me permet d'avoir beaucoup d'informations, de pouvoir ensuite me dire, tiens, j'ai envie de creuser ce domaine-là, donc je vais aller lire ce livre-là ou pas. Et donc voilà. Donc si je reviens à ça, mais si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description. Et à l'époque où j'avais fait ce podcast avec le fondateur de Cooper, il m'avait mis un code de parrainage, donc je vous le mets également dans la description. Et il me semble que si c'est toujours valable, vous pouvez avoir 10 € de réduction sur l'abonnement annuel. Donc ça peut être très intéressant si vous êtes dans ce mood-là, dans cette ambiance-là, d'écouter des livres ou des résumés de livres, ça peut être super cool. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des services. Si tu connaissais pas, n'hésite pas à aller voir aussi ton côté, Abdel. Je sais pas si toi tu as des services aussi de ton côté à conseiller, des choses que tu as et puis que tu t'es inspiré. Ça m'a rappelé en fait qu'il y a quelques années, justement pendant Noël, on m'a offert une carte cadeau de SoundCloud. À l'époque, j'aimais bien, je te dirais, il y a quelques années de là, je publiais des sons et tout.
Et on m'avait offert une carte cadeau 5 là. J'étais surpris, mais j'étais agréablement surpris. Donc c'est une bonne idée d'offrir un service, surtout en ce moment. On peut pas se voir, on peut pas se toucher. Donc ouais, c'est ça. Et puis on peut envoyer un cadeau à n'importe qui à l'autre bout du monde si on en a envie. Et bon, c'est une solution comme une autre. C'est une idée de cadeau comme une autre. C'est pas forcément un produit à déballer, donc on n'a pas c'est pas le même charme pour Noël évidemment. C'est autre chose. On peut envoyer une petite lettre avec évidemment, mais c'est voilà, c'est une autre idée. Ce sera pas maman, je t'offre un forfait iCloud pour. Ouais. Alors je rajouterais les plateformes comme Udemy justement où il y a des cours, des formations, ça serait très intéressant aussi. Ouais, je pense que ça se fait très bien quand même en cadeau. Les gens qui veulent, on parlait tout à l'heure de développement personnel ou apprendre une nouvelle technologie, un nouveau sujet, c'est très varié. Donc ouais, c'est une bonne idée. Ok, bon, mais cool. Moi, je pense qu'on a fait globalement le tour des idées cadeaux qu'on pouvait vous donner pour Noël. Il y a évidemment plein d'autres produits dont on n'a pas parlé, des catégories de produits auxquels on n'a pas forcément pensé, mais je pense que là vous repartez avec un podcast assez long avec énormément d'idées potentiellement. donc voilà, merci beaucoup Abdel d'avoir partagé tout ça. Merci à toi, c'était cool. Donc j'attends la livraison de ma liste en fait. D'ailleurs c'est quoi ta liste à toi? Est-ce que il y a des choses dont on a parlé qui te font envie pour Noël personnellement, ou qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé qui t'intéressent de ton côté? En fait, tous les objets que j'ai mentionnés et recommandés, quasiment tous, c'est des trucs que j'ai achetés dans les 5-6 derniers mois. Donc, tu vois, le drone que j'ai commandé... Toi, Noël, c'est toute l'année, en fait. Non, en fait, c'est la deuxième partie de l'année. Donc, tu vois, la GoPro que j'ai pas reçue encore, j'attends de la recevoir. J'ai regardé énormément de vidéos et puis je connais très, très bien le produit. Donc, je vous aurais pas recommandé quelque chose dont je fais pas confiance ou que je sais que c'est pas un bon produit. Moi j'aime bien les petits trucs qui coûtent pas très cher mais qui apportent de la qualité, que ce soit ce qu'on a recommandé comme les lumières, à ces photos, à ces vidéos, tu vois, pour une $50 on peut améliorer la qualité. J'ai recommandé l'Apple Watch, je l'ai pas acheté, mais je suis en train de regarder. En fait, comme j'ai dit dans le dernier épisode sur les Apple Watch, j'ai pas encore le besoin, mais si je veux changer, je vais probablement prendre une SE. Les produits Withings que j'ai recommandés, que ce soit la Body Cardio ou la HR, c'est des trucs que j'utilise et que je suis très satisfait. C'est pour ça que je partage ça avec vous. Ok, bon bah super, bah écoute, moi de mon côté, je t'avoue que je suis quand même tenté par tout ce qui est lié à l'audio et la vidéo, donc l'ATEM Mini pour faire du multicam, ça me plaît bien, tu vois. Ce genre de produit, le Rodecaster, bon, j'en ai pas spécialement besoin, mais juste pour la beauté du produit, c'est quand même très cool à avoir, donc voilà, et puis... après non, j'ai déjà énormément de choses, donc je vais pas rajouter... je ne vais pas en rajouter à la liste tech. Je suis déjà très, très chanceux d'avoir tout ce que j'ai, donc je vais éviter d'en rajouter. Voilà, faut pas créer un besoin lorsqu'il n'y en a pas. Ouais, c'est ça, voilà. Il faut déjà faire le tour de ce qu'on a chez soi, revendre ce qu'on n'a pas besoin, et puis à la limite racheter si on a vraiment envie. Mais voilà, je veux pas me surcharger de produits tech juste pour le plaisir d'acheter. Voilà, écoute... encore une fois, merci Abdel. J'espère que la liste qu'on vous aura donnée vous a aidé pour vos achats de Noël. Vous avez encore quelques semaines devant vous, donc profitez-en. N'hésitez pas à compléter cette liste dans les commentaires du podcast. Je vous invite quand même à aller sur YouTube où on diffuse le podcast aussi. Pour laisser vos commentaires, c'est le plus simple parce que sur les podcasts en général, c'est assez compliqué. Si vous écoutez quand même le podcast dans la poche sur des applis de podcast, vous pouvez nous laisser une note et un avis, 5 étoiles évidemment, ça nous fera plaisir, ça nous aide pour le référencement, et en guise de cadeau de Noël pour nous, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube, comme ça on sera plus nombreux à écouter les podcasts à chaque fois qu'ils sortent, voilà. Donc ça permet de nous soutenir, pourquoi pas, et ça sera notre cadeau à nous. Voilà, on ne vous demande pas grand-chose quand même. Et voilà. Et d'ici le prochain épisode, bon shopping, ou comme on dit ici au Québec, on dit bon magasinage, c'est ça, Abdel ? Bon magasinage. Voilà. Bon, et on vous dit à très vite dans votre poche.